Un ventre plat, c'est un ventre en pleine santé et ça reflète d'une façon indirecte un équilibre microbiotique et donc la capacité à rester en bonne santé. AVS avec Philippe Robichon. Voilà, c'est la mission de notre invité de ce matin, AVS à votre santé, le docteur William Bérébi avec nous. Bonjour doc. Bonjour Philippe. Voilà, on vous a ressorti le générique de Mission Impossible. Alors là, vous pensiez pas... 1967, hein, on a mis la version originale. Ah bah écoutez, magnifique, j'adore cette musique. Donc, et le clin d'œil est là. Donc voilà, merci. C'est un clin d'œil. Je rappelle que vous êtes docteur en médecine, gastro-entérologue et hépatologue et vous êtes expert du microbiote en France. Vous êtes l'animateur du podcast Merci Docteur et auteur de Mission Ventre Plat chez Marabout. Votre mission, donc, si vous l'acceptez ce matin, c'est de nous faire avoir un ventre plat. C'est ça. Quelle différence vous faites entre un objectif de perdre du poids et un objectif d'avoir un ventre plat? Est-ce que c'est le même objectif? Alors oui, en fait, puisque dans les mécanismes, on va retrouver dans la surcharge pondérale, si il y a une surcharge pondérale ou une obésité, on va avoir donc un microbiote qui va être déséquilibré. Tout ça est sous-tendu par le microbiote. Et dans les pathologies de ballonnement, où là on va avoir l'intestin irritable, le SIBO, etc., eh bien, on a également une dysbiose, donc un déséquilibre du microbiote qui est différent évidemment de celui de l'obésité. Donc en fait, un ventre plat, c'est un ventre en pleine santé et ça reflète d'une façon indirecte un équilibre microbiotique et donc la capacité à rester en bonne santé. Mais si on perd du poids, est-ce qu'on perd du ventre? Alors, dans le ventre, il y a plusieurs mécanismes. Ça peut être de l'air, ça peut être de la graisse, ça peut être l'association des deux et ça peut être aussi un manque de musculature. Il y a des personnes qui ont pas de surpoids, mais qui sont sédentaires et qui n'ont jamais fait de sport de leur vie et qui ont une bedaine parce que rien n'est tenu en fait. Et à 40-50 ans, on voit les ventres en consultation avec des patients qui ont un ventre qui penche vers l'avant et la fameuse bedaine. Et donc, si vous voulez, donc c'est un ensemble de choses. Musculation, l'alimentation, donc reflet du poids, et puis les ballonnements, présents ou pas, dans le cadre d'une pathologie et donc dans le cadre d'un équilibre microbiotique. D'ailleurs, j'ai appris un mot dans votre livre, hein, c'est le diastasis de l'abdomen. Qu'est-ce que c'est que le diastasis de l'abdomen? Alors, c'est un écartement en fait des deux parties du muscle droit, hein, c'est le muscle central de l'abdomen qui va s'écarter d'une façon anormale et si vous avez un écart de plus de 2 cm, c'est ça qu'on appelle le diastasis. Alors, ce diastasis est très connu des femmes enceintes, voilà, ouais. Puisque évidemment, avec la grossesse, l'impossibilité plus ou moins de faire du sport, de l'activité physique, et puis la distension liée au poids du fœtus, eh bien, il y a cet écartement qui se fait au niveau du muscle droit, qu'on appelait avant muscle grand droit, et qui va créer une espèce d'ouverture, en quelque sorte, qui va être inesthétique et qui peut poser problème par la suite. Oui, d'ailleurs, il existe un test du diastasis abdominal. Tout à fait. On peut faire. D'ailleurs, il y a des hommes dont on a l'impression qu'ils ont des ventres de femmes enceintes. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Le diastasis, d'ailleurs, c'est pas l'apanage, c'est plus fréquent, effectivement, après la grossesse, donc en période de postpartum, mais on peut très bien le voir chez un homme qui a pas fait de sport de sa vie et qui a un surpoids. Les femmes et les hommes ont-ils du ventre de la même façon? Alors non, il y a deux types d'obésité, on va dire, ou de surcharge. Il y a l'obésité androïde et l'obésité gynoïde. Donc androïde, c'est plutôt, ça va être plutôt le ventre qui va être proéminent. On le voit fréquemment chez les hommes de plus de 50 ans. Chez la femme, on va plutôt avoir une surcharge qui va se répartir au niveau des fesses et au niveau des cuisses. Donc c'est l'opposition classique. Mais en fait, on s'est aperçu qu'après 50 ans, notamment chez la femme ménopausée, souvent, elles avaient aussi une graisse abdominale, donc avec une obésité dite androïde, et un ventre également proéminent. Donc voilà, il y a des formes un petit peu mixtes entre les deux. Mais c'est pas les mêmes ventres. Ils démarrent pas vraiment au même endroit. Voilà, en fait. Ils démarrent pas au même endroit ouais. Au départ, et puis après, plus avancé dans l'âge, ça peut à ce moment-là, chez la femme, se répercuter également au niveau de la paroi abdominale avec la fameuse graisse abdominale. Bon, si j'ai bien compris votre méthode, le trio secret, c'est régime équilibré associé à une activité physique régulière et complété par des probiotiques. Tout à fait. Tout à fait, c'est quasiment vrai dans toutes les situations, en fait, puisque, alors si on prend l'exemple de l'obésité, on sait très bien qu'aujourd'hui, on n'a pas capacité à faire maigrir les patients avec des régimes seuls.
On sait très bien que les personnes qui font des régimes perdent des kilos. D'ailleurs, une précision, les régimes restrictifs et monodiètes où on enlève des groupes d'aliments type régime hyperprotéiné ou type régime cétogène sont pas bons. Et en consultation tous les jours, je vois des personnes des femmes notamment, qui ont fait ces régimes, qui ont perdu 10 kilos au moment de le faire, et puis après, qui ont repris 10 plus 5. Pourquoi ? Parce que c'est très simple, notre microbiote intestinal, qui est le régulateur du poids, eh bien, il n'est pas fait pour ne pas manger d'une façon équilibrée, puisqu'on a, ancestralement, on doit manger équilibré, notamment des fibres. Et donc, finalement, elle perd du poids parce que c'est très restrictif, mais après, le microbiote ayant été dégradé dans la foulée, eh bien, elles reprennent plus que le poids de départ. Donc, l'alimentation seule doit être hypocalorique, mais équilibrée. Donc, on restreint l'apport, mais d'une façon modérée, mais sans régime drastique et restrictif, premièrement. Et pas de monodiète. Donc, pas de monodiète. Ça, c'est absolument essentiel. Et toutes les femmes qui en ont fait à partir de l'âge de 25 ans, pour certaines, eh bien, à 50 ans, elles ont pris 20-25 kilos au total, en faisant le yo-yo, qui, soit dit en passant, le yo-yo n'est pas bon pour le foie, puisque ça favorise la maladie du foie gras, la fameuse NASH. Alors, on sait également, ce qui est très important, c'est que les régimes seuls ne suffisent pas. C'est-à-dire que si vous faites un régime équilibré hypocalorique, vous allez perdre un peu de poids, ou d'une façon un peu plus marquée, mais de toute façon, ce ne sera pas suffisant pour garder cette perte de poids dans le temps. Il y a une étude scandinave qui est sortie il y a très peu de temps, qui est très intéressante, et qui a étudié 2 groupes, régime hypocalorique équilibré, contre régime hypocalorique plus activité physique. Alors, sans que ce soit de l'activité physique... Mais c'est le même régime, enfin, je veux dire, c'est le même régime alimentaire. Ils mangent la même chose. Ils mangent la même chose, oui. On leur restreint un peu les calories, d'environ 200 kilocalories, de 300, et on leur donne dans un groupe de l'activité physique. Et ils se sont aperçus que la perte de poids qui avait lieu dans les 2 groupes était plus marquée dans le groupe activité physique, et que surtout, ceux qui faisaient de l'activité physique maintenaient leur perte de poids à 3 ans. Ce qui est beaucoup, puisque en général... C'est pas mal, oui. À 3 ans après... 3 ans de recul, vous voyez. Souvent, les régimes, c'est quelques mois, et puis au bout de 6 mois, on arrête, et on reprend, etc. Là, à 3 ans, le résultat se maintient, et les gens ont continué à faire du sport parce qu'ils ont pris un bienfait, ils se sont sentis mieux dans leur corps, etc. Donc, ça prouve bien que si vous voulez, pour obtenir un ventre en pleine santé, et que le résultat soit durable dans le temps, et pas juste un effet vacances, eh bien, il faut associer les deux. Et le 3e levier extrêmement important sont les probiotiques. Les probiotiques, c'est absolument capital, puisque on a maintenant des souches de probiotiques qui ont un impact sur le poids. Donc, on en a parlé précédemment dans une autre émission. Mais il faut les rappeler, parce que de toute façon, les messages ne passent que si on les répète. Et absolument. Ce qui est très important, c'est qu'on a déjà vu avec vous, c'est que toutes les souches de probiotiques ne sont pas les mêmes. Exactement. Donc, en fait... On a notre microbiote, on a 39 000 milliards de bactéries, environ 1 kilo dans notre intestin grêle et dans notre côlon, 1000 espèces différentes, et les bactéries n'ont pas toutes la même action. Ce qui fait qu'une bactérie va avoir un effet dans telle pathologie, l'intestin irritable, l'obésité, le stress et l'anxiété. Ce n'est pas les mêmes. Et les probiotiques qu'on va apporter, ce sont des souches différentes selon les pathologies. Donc, il faut bien les choisir, et pour ça, il faut se documenter. Donc, c'est pour ça que je décris ça dans mon livre, dans celui-ci et le précédent également. Connaître les bonnes souches à prendre, pathologie par pathologie. C'est ça la clé de la médecine microbiotique, si vous voulez. Et dans l'obésité, ça s'est enrichi récemment, puisque on connaissait l'apport global de lactobacilles et de bifidobactéries, qui sont ces bonnes bactéries, et dont les personnes en surpoids ou en obésité manquent. Donc, on sait qu'il faut leur en apporter. On sait... Puisque le microbiote des personnes en obésité a été étudié. C'est ça qu'il faut expliquer. A été étudié. Oui. Les chercheurs, on le connaît par cœur. On sait qu'il est pauvre, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir environ 200 espèces, ils en ont 100, voire 50 en fonction de la sévérité de l'obésité, et que la flore est moins variée et moins riche, donc moins de bonnes bactéries. Donc l'idée... C'est plus qu'une idée d'ailleurs, c'est une démonstration quasi mathématique de l'intérêt des probiotiques dans cette indication, c'est d'apporter, donc l'alimentation bien sûr on en reparlera, mais les bonnes souches de probiotiques, donc les bonnes bactéries, celles qui vont muscler le microbiote et lui permettre de bien fonctionner. Deuxièmement, l'Hafnia alvei, qui est cette fameuse, le HA4597,
qui est cette souche qui a été étudiée dans un essai randomisé et les personnes ont perdu du poids. Et plus récemment, on a l'Akkermansia mucinifila qui est, alors, c'est une bactérie extraordinaire, puisque c'est une bactérie qui représente près de 5% de l'ensemble des bactéries du microbiote. Donc elle est très importante et elle a une capacité fantastique à fabriquer le mucus. Le mucus, vous savez, c'est cette fameuse couche qui va permettre de garder notre intestin étanche et d'empêcher que les substances pathogènes, donc ça peut être des bactéries, ça peut être des métaux lourds, ça peut être des pesticides, etc., ne passent dans notre sang et ne viennent désorganiser tous les autres organes, notamment le foie et le tissu graisseux. Et donc cette Akkermansia mucinifila, qui joue un rôle crucial dans l'obésité, mais aussi dans les maladies inflammatoires intestinales, eh bien, on sait maintenant qu'on en a, qu'on peut l'acheter, puisqu'il existe sous forme de probiotiques et qu'il faut supplémenter les patients en Akkermansia mucinifila. Donc ça, ce sont les probiotiques du ventre plat. Alors moi, je suis feignant. Moi, j'ai entendu William Bérébi à la radio, j'ai lu son livre. Est-ce que si on en prend et qu'on force sur la dose, on aura le ventre plus plat? Non, alors ça marche pas comme ça. Non, mais on se dit, tiens, si un peu ça marche, beaucoup, ça marche très bien. Oui, alors non. En fait, dans les probiotiques, d'une façon générale, on sait que, donc ça c'est parfaitement documenté également, il faut un apport d'1 milliard par jour. On peut en avoir plus, mais ça ne sert à rien d'en prendre 40, 50, 100, 450 milliards. Si on augmente la dose, on n'aura pas le ventre plus plat. Non. C'est ça qu'il faut comprendre. Non, il faut qu'on reste sur la dose. Il n'y a pas d'effet dose, il y a un seuil minimum de dose pour lequel le probiotique exerce son action bénéfique thérapeutique. Voilà. Et c'est 1 milliard. Alors ça dépend, il y a des produits avec 4 milliards, 10 milliards, mais globalement, il n'y a pas besoin de faire une surenchère et il n'y a pas de démonstration que l'on gagne plus en augmentant les doses. Voilà, le docteur William Bérébi est avec nous, mission ventre plat. Hein. C'est la mission que on vous confie, Doc, ce matin. Je suis là pour ça. Mission ventre plat, la méthode microbiotique nutritionnelle et sportive. Votre nouveau livre vient de sortir. Alors on parlait des probiotiques, mais c'est pas donné, hein. Alors non, c'est pas donné, hein, effectivement, c'est des compléments alimentaires, mais le coût global pour l'Akkermansia mucinifila est de l'ordre de 50-60 € la boîte pour un mois. Mais bon, si vous voulez, c'est quand même de la technologie, c'est quand même une bactérie et une souche que l'on n'avait pas et qui est disponible nouveau, maintenant. C'est vraiment nouveau. C'est tout nouveau, ouais, c'est sorti il y a moins d'un an et c'est commercialisé depuis moins d'un an. On sait historiquement, si vous voulez, depuis 15 ans, en gros, depuis qu'on connaît le microbiote, que l'Akkermansia joue un rôle très important dans l'obésité. Mais le probiotique n'existait pas, maintenant il existe et je l'utilise évidemment pour traiter les patients. Alors, à noter que votre livre est le fruit de votre expérience de gastro-entérologue de terrain. C'est ça qu'il faut, il faut expliquer aux gens. Ouais. Et aussi, ce sont les retours des gens que vous avez en consultation. Tout à fait. Ça, c'est très important à préciser parce que si vous voulez... C'est pas un concept. C'est testé sur des gens qui voilà. Moi, si vous voulez, quand les publications sont parues sur la composition exacte du microbiote en 2008-2009, j'ai senti tout de suite qu'il se passait quelque chose de révolutionnaire dans la santé humaine et j'ai commencé à colliger toutes les publications. En 2016, donc à peu près 7 ans plus tard, j'avais des centaines de publications et là, j'avais assez de substance, si je puis dire, pour créer des protocoles et c'est ces protocoles que j'ai créés et que j'ai mis dans mon livre Médecine microbiotique. Et je les ai utilisés dans la vraie vie, donc à partir de 2016, avec des résultats très très spectaculaires et qui ont étoffé à chaque fois, si vous voulez, mes connaissances. Donc, je suis en interaction permanente avec mes patients, c'est-à-dire la science m'enrichit dans le sens intellectuel du terme, les chercheurs me donnent des nouvelles données et ces données, je vais pouvoir les transmettre à mes patients et avoir leur retour d'expérience. Et c'est comme ça que j'avance en médecine microbiotique. Alors, à noter que peut-être que quand on parle du microbiote, on va trop vite, on devrait préciser microbiote intestinal, hein. Quand on parle du microbiote, c'est de lui dont on parle, qui est un des microbiotes de l'organisme, qui en a plusieurs. Voilà. Il y a alors en gros, c'est le microbiote intestinal prédominant, c'est lui le patron du corps humain, comme je l'appelle, ou le chef d'orchestre. Ah oui, le docteur Alouche, il va pas être d'accord. Hein, voilà, parce qu'il va dire que c'est le foie, lui. Il va me dire non, le général du corps, c'est le foie. Et je l'ai même dit hier sur France Bleu, j'ai dit je suis désolé pour mes amis, par mes confrères, mais l'organe numéro 1, c'est le microbiote intestinal, et le numéro 2, c'est le foie. Donc, mais bon, on va pas se fâcher pour autant. Et alors vous l'appelez le premier cerveau.
Oui, tout à fait. Autre nouveauté, on disait toujours que c'était le deuxième cerveau et le cœur le troisième cerveau. Alors pourquoi est-ce que vous en faites le premier cerveau ? Alors, on disait le deuxième cerveau puisqu'on a découvert qu'il y avait une connexion permanente avec le système nerveux central. Donc via le nerf vague, on sait depuis qu'il y a d'autres moyens de communication, c'est-à-dire les bactéries elles-mêmes envoient des fragments microscopiques de leurs parois qui vont aller directement au cerveau et donc informer le cerveau de l'état du microbiote intestinal. Donc on savait qu'il y avait une connexion directe entre ces deux éléments-là, ces deux organes, via le système nerveux. Pourquoi premier cerveau ? Par l'intermédiaire de quoi en fait ? Donc du nerf vague qui est un grand nerf qui communique, qui traverse tout le corps et qui va de l'abdomen vers le cerveau, mais également par des signaux hormonaux, des signaux immunitaires et puis des signaux bactériens eux-mêmes, donc les fameux muropeptides dont je vous parlais à l'instant. Alors pourquoi premier cerveau ? Parce qu'en fait, deuxième cerveau, ça voudrait dire que notre santé est régulée par le système nerveux central. Or non, le système nerveux central, il nous permet d'avoir des sentiments, de réfléchir, de lire, de penser, etc. Mais le vrai régulateur de la santé humaine, c'est le microbiote intestinal. C'est lui qui va déterminer ce qui va se passer dans notre vie, en bien ou en mal, et c'est lui, en cas de déséquilibre, donc de dysbiose, qui va générer les maladies. C'est pour ça que je parle de premier cerveau, puisque le vrai régulateur, c'est lui. C'est lui le régulateur de la santé humaine. Alors, les fameuses cellules nerveuses de l'intestin, qu'on appelle les cellules... Parce que alors, lesquelles ? Il y en a plein. Les entéromachines, là. Les entérochromaffines. Oui, ça, c'est celles qui fabriquent la sérotonine. Oui, mais non, elles produisent 90% de la sérotonine. C'est ça. Alors qu'on pensait que la sérotonine, c'était là-haut. C'est ça. C'était fait. Donc 90% de la sérotonine, qui est une hormone... c'est un neurotransmetteur. Voilà. Et fabriqué du bonheur, on l'appelle. Voilà, l'hormone du bonheur, c'est un neurotransmetteur qui va permettre d'équilibrer l'humeur et d'être de bonne humeur et de ne pas avoir de troubles de l'humeur, ni de dépression. Eh bien, les cellules nerveuses qu'on appelle entérochromaffines du tube digestif fabriquent cette sérotonine à échelle de 90%, alors que le système nerveux central ne fabrique que 10%. Donc, si vous voulez, ça veut dire en clair que le microbiote intestinal, il a un rôle plus important dans cette hormone du bonheur, donc dans le bonheur, si on veut faire un raccourci, que le système nerveux central lui-même. Donc à partir de là, je ne vois pas comment on pourrait renier au microbiote intestinal le titre de premier cerveau. Bien, la base, et c'est votre message, du ventre plat, c'est le rééquilibrage du microbiote. Alors les gens qui nous écoutent vont dire, mais comment est-ce que je sais, moi, que j'ai un microbiote équilibré ? Alors, la médecine microbiotique, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que l'étude du microbiote fécal, si vous voulez, aujourd'hui, on ne l'utilise pas, j'en prescris jamais au grand jamais. Même très contre, hein. Enfin, quand je dis contre, je dis que ça ne sert à rien. À l'heure actuelle, ça ne sert à rien. Ça aura un intérêt probablement dans les années à venir, mais il faudra pour cela qu'on ait un test standardisé, donc qui est homologué. Or aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les sociétés, les startups, etc., qui ont bien compris qu'il y avait un énorme filon, évidemment, eh bien, créent leurs propres tests et les auto-homologuent. Or, on ne peut pas considérer qu'une auto-homologation soit un gage de qualité, si vous voulez. Quand on fait une glycémie, quand on fait un dosage du cholestérol, le labo utilise un kit qui est standardisé et qui est homologué par une autorité indépendante. D'accord. Là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que la fiabilité, si vous voulez, pour dire les choses plus simplement, la fiabilité de ces tests entre le recueil des selles et le rendu du résultat, aujourd'hui, n'est pas rempli. Donc ça ne sert à rien pour savoir si on a un microbiote équilibré. C'est ça, bon. Ça ne sert à rien aujourd'hui. Alors quand même, en partant de ce principe-là, comment est-ce qu'on rééquilibre son microbiote ? Alors, pour avoir un ventre plat. Donc en fait, en médecine microbiotique, je travaille différemment. C'est-à-dire que je m'appuie sur les travaux des chercheurs qui concluent à l'efficacité de tel probiotique dans telle ou telle pathologie. L'intestin irritable, l'obésité, la maladie du foie gras, etc. Et donc, c'est là-dessus qu'on s'appuie lorsqu'on a des études chez l'humain qui ont été probantes. Et on va utiliser ces fameux probiotiques. Et c'est comme ça qu'on va rééquilibrer pathologie par pathologie. Mais ça ne suffit pas, parce que le microbiote, nos bactéries intestinales, se nourrissent de fibres alimentaires. Ces fibres, on va les trouver dans quoi ? On va les trouver dans les légumes, dans les légumineuses, dans les céréales complètes et dans les fruits. On sait aujourd'hui, si vous voulez, qu'il faut 30 grammes environ de fibres alimentaires par jour. Et dans la population française, 1 personne sur 7, accrochez-vous bien, a cet apport requis pour le microbiote intestinal. Ça veut dire en clair que 6 personnes sur 7, aujourd'hui, mangent d'une façon inadaptée pour rester en bonne santé et avoir un microbiote intestinal équilibré.
Donc c'est sidérant ce chiffre, si vous voulez. Il est effrayant quelque part. Et donc, de là, avec cette donnée de santé publique, on comprend mieux pourquoi l'obésité, le diabète explosent dans les pays industrialisés, notamment par le biais des aliments ultra transformés, des produits industriels. AUT, ça c'est les aliments ultra transformés, ça c'est c'est l'ennemi public numéro 1 pour votre microbiote. Ça faut expliquer aux gens. Voilà. C'est de la calorie vide déjà et c'est ça. Le microbiote on tire rien du tout. Hein. On n'en tire rien du tout. Alors on peut prendre un exemple si vous voulez très concret. Ouais. Prenons par exemple une pomme. Vous prenez une pomme, vous allez avoir dedans de la pectine et vous allez avoir des fibres. Donc très bien, c'est parfait pour le microbiote. En plus, ça a un effet rassasiant. Vous dégradez en niveau énergétique et en niveau microbiotique, si je puis dire, en efficience microbiotique avec la compote. De la compote, on va avoir un peu de fibres, ça va se manger plus facilement qu'une pomme, mais ça va déjà être nutritionnellement beaucoup moins intéressant. Et puis en bout de chaîne, vous avez le jus de pomme. Alors le jus de pomme, c'est super facile, on sert un verre, un deuxième, on boit, mais c'est que du sucre. Il n'y a plus de fibres dedans. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, si vous voulez, le jus de pomme, c'est un produit ultra transformé, tout comme la compote d'ailleurs. Il n'y a pas de fibres dans le jus de pomme. Il n'y a pas de fibres dans le jus de pomme. Donc, vous prenez un jus de pomme en disant c'est sain, c'est pas un soda, etc. Non, c'est tout faux. Je ne consomme jamais, moi, de jus de fruits en bouteille. Je vais me faire une orange pressée à la limite, mais c'est tout. Mais sinon, je vais prendre une pomme. Et je ne prends pas de compote non plus. Donc, si vous voulez, ces produits ultra transformés, non seulement ils sont, d'un point de vue énergétique, vides, d'un point de vue nutritionnel, très mauvais, et en plus, si vous voulez, ils n'apportent pas de fibres. Donc ça veut dire qu'on ne nourrit pas notre microbiote. C'est que de la calorie, et donc finalement ça dégrade par le biais donc des additifs et des émulsifiants qui sont dedans, des édulcorants, etc., etc. Tous ces produits ajoutés pour le goût, pour la conservation, etc. Toutes ces substances-là vont abîmer le microbiote et faire en sorte qu'il devient poreux. C'est le fameux intestin poreux, et à ce moment-là, les substances passent dans le sang, et c'est là le début des soucis. Alors, on parle du microbiote intestinal, mais il se situe où, docteur Bérébi ? Alors, le plus gros, si je puis dire, se situe dans le côlon, et on en a une quantité également dans l'intestin grêle. En revanche, dans l'estomac, il n'y a quasiment pas de bactéries, à part l'Helicobacter pylori, qui est une bactérie qui va intervenir parfois dans l'ulcère, mais c'est une bactérie pathogène. Mais donc, le microbiote, c'est intestin grêle, côlon. Il y a plusieurs types de bactéries, les pathogènes et les... Voilà, donc les saprophytes, c'est-à-dire c'est des bactéries qui sont bénéfiques, donc c'est essentiellement des bifidobactéries et des lactobacilles, donc c'est ces bactéries qui vont assurer la fonction du microbiote, la fonction de l'immunité, la fonction de barrière, la fonction métabolique, c'est-à-dire en dégradant les fibres pour en faire des acides gras à chaîne courte qu'on appelle des postbiotiques, ces fameux postbiotiques qui ont des vertus anticancéreuses, anti-inflammatoires et également régulatrices de la glycémie. Avec le docteur William Bérébi, qui est un des spécialistes français du microbiote et qui publie donc son nouveau livre Mission Ventre Plat, la méthode microbiotique, nutritionnelle et sportive aux éditions Marabout. D'ailleurs, Doc, j'ai été très sensible au fait que vous m'ayez apporté ce matin une bouteille de Yacon que je ne connaissais pas. Hein. Yacon. Ah, pardon. Moi, je sais pas, je disais Yacon, mais c'est du Yacon. Du Yacon. Alors, parce que le Yacon, c'est très bon pour votre microbiote. Exactement. Bon, c'est pas facile à trouver, mais c'est très bon. C'est un tubercule qui vient du Pérou, en fait, et qui, contrairement au sucre classique ou même au miel ou au sirop d'agave, contient des fructo-oligosaccharides, et donc qui sont des prébiotiques, en fait. Et donc, il est 2 fois moins sucrant que le sucre traditionnel, et il a un index glycémique, accrochez-vous bien, le sucre, c'est un index glycémique à 68, le sirop d'agave à 16, et le Yacon à 1. Donc c'est aujourd'hui, aux États-Unis, puisque c'est là-bas que ça vient du Pérou, donc ça a été commercialisé là-bas en premier, et donc c'est devenu le produit de base de toutes les personnes diabétiques ou en obésité, par son côté hypocalorique, pauvre en sucre et bon en termes de microbiote, puisqu'il y a des prébiotiques. Bien. Pour expliquer comment avoir le ventre plat, vous expliquez déjà pourquoi le ventre n'est pas plat. Donc ça faudra lire le livre, mais il y a des tas de raisons qui expliquent que le ventre n'est pas plat. Bien sûr. Il y a les dysbioses, enfin il y a les pathologies. En gros, si vous voulez, on peut sortir juste quelques cadres. Il y a évidemment le poids en trop. Il y a le manque d'activité physique. Donc dans le livre, j'explique qu'il y a tout un
programmes d'activité physique, de gainage et d'abdos hypopressifs, c'est-à-dire pour muscler sa paroi abdominale. Prenons un exemple. Alors quand vous dites gainage, pas tous les gainages. Hein. Voilà. Alors, si vous voulez, classiquement, il y a la planche, c'est le plus simple. On se met allongé sur les coudes et on tient 1 minute si on peut, ou moins si on peut pas. Et donc ça, c'est le meilleur exercice, si vous voulez, pour muscler ses abdos. Problème du gainage, c'est que c'est pas toujours facile pour tout le monde, et puis ça peut générer éventuellement des tendinites, etc. Donc il y a ce qu'on appelle les abdos hypopressifs, c'est-à-dire c'est une manière de respirer qui va permettre de mettre en contraction les muscles abdominaux et de se muscler en quelque sorte sans effort, entre guillemets, et sans traumatisme. Donc d'une façon beaucoup plus facile. Donc ça, c'est accessible à tout le monde. Que vous soyez mince, petit, gros, ce que vous voulez en termes de morphotype, les abdos hypopressifs, on peut les faire chez tout le monde, même chez la femme enceinte, puisque chez la femme enceinte, on va pas conseiller immédiatement des gros efforts après un accouchement. Eh bien, les abdos hypopressifs, c'est la méthode pour lutter contre le diastasis dont on parlait tout à l'heure, donc cet écartement des muscles abdominaux grand droit, et de remuscler la paroi abdominale. Donc ça, c'est très simple. Dans mon livre, j'explique ça d'une façon très détaillée. Il y a un programme, en fait, puisque dans le livre, il y a beaucoup de programmes alimentaires, sportifs. Voilà, microbiotiques. Et donc, programme alimentaire sur 1 mois, programme sportif également sur 1 mois, etc., qui permet à la personne de vraiment d'être guidée pas à pas pour aboutir à ce fameux ventre. Donc ça, c'est la partie musculation. Ventre plat, tout simplement, par rapport au gainage et la paroi abdominale. Et puis, il y a les ballonnements, évidemment. Enfin, il y a l'obésité, le surpoids, on vient d'en parler. Et puis, il y a tout ce qui est ballonnement, évidemment. Donc, ça peut être des ballonnements indépendants d'une pathologie plus profonde, type intestin irritable ou SIBO. Et puis, ça peut être également une intolérance alimentaire, au lactose, ça peut être au fructose ou au gluten. Donc en fait, il y a un ensemble de choses et si vous voulez, tout ça est sous-tendu par 2 choses très importantes qui sont, le microbiote intestinal qui joue un rôle d'une façon plus ou moins importante dans toutes ces pathologies-là, et puis également le stress. Parce que le stress, lui, il joue un rôle, il influe sur le microbiote, il influe sur la manière de manger, il influe sur les ballonnements et sur la survenue de l'intestin irritable. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que les ballonnements sont dus à un excès de gaz. Alors, très souvent, il y a effectivement une fermentation excessive, colique, puisque en fait vous avez des substances, c'est les fameux FODMAP, qui sont des sucres non digestibles, c'est-à-dire ils vont arriver un peu intacts dans le côlon, et là ils vont devoir finir par être dégradés. Alors c'est pas innocent ce mécanisme-là, parce que si vous voulez, c'est un vrai rôle sur le plan de la santé. C'est-à-dire que c'est pas, c'est des glucides qu'on n'a pas pu absorber dans l'intestin grêle, qui arrivent dans le côlon, et puis on ne sait pas quoi en faire, on en fait des gaz. Non. On va les fermenter, les dégrader, et on va fabriquer, grâce à ce mécanisme-là, des acides gras à chaîne courte, des postbiotiques. Donc là, c'est un nouveau mot également, c'est-à-dire ce sont des substances qui sont fabriquées par les bactéries grâce aux fibres alimentaires non digestibles notamment. Et ces substances postbiotiques, ont des vertus santé très importantes sur la glycémie, sur d'une façon anti-inflammatoire et même anticancéreuse avec le fameux butyrate qui est l'une de ces substances. Voilà, et vous dites que sur les ballonnements, la vraie question à se poser, c'est de savoir à quel moment ils interviennent. Voilà, tout à fait. Si vous avez des ballonnements qui surviennent immédiatement après le repas, ça peut être déjà, il faut éliminer une aérophagie, c'est-à-dire une distension de l'estomac. Vous pouvez avoir également un réflexe gastrocolique. Alors, souvent les patients me disent, je ne comprends pas, je mange et dès que je mange, je ballonne. Alors, c'est pas parce que l'aliment est arrivé dans le côlon, puisque en moyenne, si vous voulez, donc ça, faut tordre le cou. Ça prend plus de temps que ça. Voilà. Oui. En moyenne, ça met 48 heures. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Oui. Donc en fait, entre le moment où vous mangez et le moment où ça ressort, c'est 2 jours. Voilà, 2 jours en moyenne. Donc, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que l'arrivée dans l'estomac de l'aliment va générer un réflexe gastrocolique, c'est-à-dire hormonalement, il y a des hormones qui vont être véhiculées dans le sang et qui vont arriver dans le côlon et dans l'intestin grêle, mais surtout dans le côlon, et ils vont distendre l'intestin via un mécanisme qu'on appelle l'hypersensibilité viscérale, c'est-à-dire l'hypersensibilité viscérale, c'est la capacité qu'a le côlon, en l'occurrence c'est pas une capacité positive, à se distendre et à faire ressentir même des douleurs à la personne. Et donc ça survient tout de suite. Je mange, tac, dans la demi-heure, j'ai cette symptomatologie-là. Docteur,
Bérébi, je voudrais absolument que vous nous parliez des Hadza. Alors les Hadza, et là, je mens parce que je ne savais même pas qu'ils existaient avant que vous n'arriviez dans ce studio. Shkun, les Hadza. Alors les Hadza, c'est fascinant, c'est une tribu tanzanienne. C'est les premiers habitants de Tanzanie il y a 40 000 ans. Ils sont aujourd'hui plus qu'entre 1000 et 2000. Et donc des anthropologues ont eu la curiosité de se dire, puisque c'est nos ancêtres les plus sauvages, entre guillemets, eh bien on va aller étudier leur microbiote. Et donc en 2017, ils ont été dans cette tribu qui vit totalement en autarcie, etc., qui est absolument isolée du reste du monde, et on va étudier leur microbiote. Et ils se sont aperçus que cette tribu, qui consomme beaucoup de fibres, des tubercules, etc., qu'ils trouvent dans la forêt, eh bien, ont un microbiote absolument fantastique, incroyablement équilibré, incroyablement varié. Et donc, ils ont poussé les investigations parce qu'ils sont restés longtemps dans cette tribu. Ils ont fait des études sur près d'une centaine de personnes de cette population-là. Et ils se sont aperçus, en faisant des recherches, qu'il n'y avait dans cette population-là aucun cancer du côlon, aucune maladie de Crohn, aucun intestin irritable. C'est-à-dire qu'on a la preuve, si vous voulez, ancestrale, que le microbiote intestinal, il est sous la dépendance de ce qu'on mange, c'est-à-dire des fibres prébiotiques, et que ces fibres, dans cette tribu-là, comme ils consomment que ça, eh bien, leur a permis de ne pas développer ces maladies que sont l'obésité, le cancer du côlon et la maladie de Crohn. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on compare les microbiotes des jumeaux? Alors là, c'est un axe de mission ventre plat aussi, qui est l'activité physique. Puisque l'activité physique, si vous voulez, il y a l'alimentation, je l'ai dit tout à l'heure, l'activité physique et puis les probiotiques. L'activité physique, c'est essentiel, j'en ai parlé tout à l'heure. Elle a deux particularités. La première, qui est classique, enfin qu'on connaît depuis peu, c'est la fabrication de postbiotiques. Donc les postbiotiques, ces fameux acides gras dont on vient de parler, voilà. Vous avez deux manières de les fabriquer. Soit vous mangez beaucoup de fibres, donc l'une n'est pas exclusive de l'autre d'ailleurs. Mangez beaucoup de fibres, vous fabriquez des postbiotiques. Et il y a un autre moyen incroyable, vos bactéries, si vous faites du sport ou une activité physique quelconque, vont fabriquer ces postbiotiques. Donc vous avez deux leviers, manger bien et faire du sport. Donc on fabrique des postbiotiques. Et alors, il y a des chercheurs qui se sont intéressés sur la différence entre des jumeaux à 50 ans. Donc c'est des chercheurs américains. Ils ont été voir, ils ont apparié des jumeaux, 70 jumeaux et 52 jumelles, et ils ont étudié à 50 ans leur ADN, donc recueil au niveau de la bouche, étude de leur ADN, et ils ont reconstitué leur histoire, notamment par rapport à l'activité physique. Et ils ont fait cette découverte absolument fascinante, c'est-à-dire qu'ils ont vu que l'ADN, donc le patrimoine génétique, on est bien d'accord, ce sont de vrais jumeaux, donc ils devraient avoir exactement les mêmes pathologies théoriquement, puisqu'ils vivent à peu près dans la même région, à 50 ans, ils devraient avoir le même poids, plus ou moins, du diabète, plus ou moins, etc. Eh bien, l'activité physique a modifié leur patrimoine génétique, leur activité génétique, qui a elle-même modifié leur prise de poids. Et il y avait un groupe, moins d'1 heure par semaine d'activité physique, un autre groupe, plus de 4 heures, et dans le groupe plus de 4 heures, parce qu'ils ont fait du sport jeune, ils avaient un ADN qui avait changé et qui expliquait pourquoi eux, ils étaient restés minces, et que les autres avaient grossi et étaient devenus obèses ou diabétiques. Ça veut dire que ça va... Alors ça, c'est tout récent, c'est paru en novembre 2022 dans Scientific Report. Ça veut dire que le sport ou l'activité physique, dont on savait les bienfaits sur le plan du moral, sur le plan des endorphines, de la sérotonine, sur le plan du microbiote et des postbiotiques, maintenant on sait que lorsqu'on fait du sport jeune, on va modifier notre patrimoine génétique, ce qu'on appelle l'épigénétique, et faire en sorte que les personnes ne développeront pas de maladies métaboliques de civilisation. On reviendra sur ces nouvelles découvertes, docteur Bérébi. Je rappelle que votre nouveau livre vient de sortir, ça s'appelle Mission Ventre Plat, vous le montez, Doc, tout à fait, voilà. La caméra, Mission Ventre Plat, la méthode microbiotique, nutritionnelle et sportive chez Marabout. Vous réécouterez cette émission en podcast, elle se réécoute très bien, et vous pourrez également voir la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci Doc. Merci Philippe. À très vite sur Beurre FM, passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.